le major Fortaner, le sergent Hadji, le chef Vasson et monsieur Poirot, ainsi que monsieur Saint-Lambien. Et la conférence va donc commencer avec monsieur de la Villardière et monsieur de Ségonzac. Ah, ça y est. Bonjour, pardon d'être un peu en retard, mais on a été interviewé là dans la cour des Invalides. Merci d'être avec nous. Je suis particulièrement heureux d'animer cette table ronde autour de ces garçons qui sont avec moi, que j'ai très rapidement aperçus hier soir. Voilà, donc je connais un peu leur parcours de vie à chacun. Je n'ai pas retenu forcément leur nom par cœur, et je l'ai pris de m'en excuser. Alors peut-être qu'on va... Enfin, ce qui est intéressant, évidemment, c'est votre parcours, c'est les raisons pour lesquelles vous vous êtes engagé, c'est ce qui vous est arrivé, bien évidemment, et la manière dont vous avez surmonté tout ça, et qu'est-ce que vous avez fait de cette épreuve. Et évidemment... vous avez chacun vécu des aventures et des histoires et des tragédies différentes, mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le point commun, c'est évidemment le courage, la résistance, la volonté de revenir dans la vie pleinement, à pleines dents. Et pour certains d'entre vous, je sais que vous êtes de grands sportifs. Et voilà, donc on vous verra tout à l'heure. On va commencer par ceux qui m'entourent. Voilà. Alors peut-être qu'on va commencer par vous, Patrick, hein, c'est ça? Non, vous êtes dans le plateau d'à côté ou après? Vous êtes après? Bon, bah, comme vous voulez. Peu importe. Bon, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et surtout merci à vous tous d'être là. Donc je suis Fernand Balzar. Mais je tiens d'abord à commencer ce petit discours par une pensée à tous nos frères d'armes et à tous nos camarades tombés sur le champ d'honneur. Donc une pensée pour eux tous. Donc je suis Fernand Balzar. J'ai eu la chance et l'immense honneur de faire 29 ans dans la Marine nationale. Cette noble institution qu'on surnomme la Royale. Alors quand j'avais votre âge, plus jeune... J'étais émerveillé par les récits aventureux de marins, car mon père a fait 30 ans dans la Marine nationale. Papa, je te salue aussi. Donc émerveillé par tout cela, je n'avais qu'un souhait, qu'un rêve, m'engager dans la Marine nationale. Cette noble institution dont mon père me rappelait. Et mes yeux, j'étais ébloui par les récits aventureux, les plages de sable blanc, les cocotiers, les vainés, tout ça m'a dit, mais engage-toi. Et j'ai pu exaucer ce vœu. Il y a 31 ans, j'étais enfin marin. Oh, quelle joie! C'était un honneur pour moi d'être marin. Et désormais, 4 mots allaient animer ma vie. 4 mots forts étaient devenus mon leitmotiv. Honneur, valeur, patrie, discipline. J'ai eu la chance et l'honneur de voguer sur tous les océans, de parcourir plus de 90 pays, de rencontrer diverses cultures, des personnes extraordinaires dans tout le monde. Et ça me réchauffe encore aujourd'hui, ce qui m'a permis, et je reviendrai dessus, à rester digne, à être là avec la foi toujours. Je vous parle de foi parce qu'il faut la garder, la foi, quoi qu'il arrive. Donc j'ai pu rencontrer des rois, des princesses, le pape à Dakar en 92, monsieur Jean-Paul II. Donc tout ça vous fait des souvenirs, mais des souvenirs positifs. Donc ma vie était un rêve que je réalisais au quotidien. Je voyageais et j'étais dans l'humain, dans l'élan du cœur. Mais un jour, tout s'est arrêté. Je ne pouvais pas, je ne savais plus. Je ne savais pas, je ne pouvais plus.
Donc j'ai eu un très grave accident lors d'une mission opérationnelle, il y a 6 ans de cela maintenant. Et à partir de là, c'était le blackout total. J'étais blessé dans mes chairs et dans mon âme. C'était où? C'était au Mali. Donc j'ai dû me reconstruire. Et pour cela, ça n'a pas été simple. Il faut garder la foi, l'objectivité, la positivité. Il faut garder l'élan du cœur, le côté humain des choses. Et ce côté humain, c'est vous qui me le donnez, qui nous le donnez, car vous rencontrez des gens fabuleux. Donc j'ai dû me reconstruire et je peux être là aujourd'hui grâce à tous ces gens-là. Et j'en salue un tout particulièrement qui est là, c'est Bertrand de Segonzac, qui, quand vous rencontrez des gens, des personnes comme cela, d'une grande humanité, mais surtout d'une grande humilité, ça vous redonne la patate. Donc, vous connaissez tous ceux qui sont autour de nous. Tout à fait. Tout à fait. Donc on se tend la main, il y a cette fraternité entre nous et on s'entraide au quotidien. Et s'entraider, c'est physiquement, c'est moralement, par des petits mots, des textos. Et on se reconstruit par rapport à plein de choses, au sport, au travail. Et grâce à la foi, il faut toujours croire en soi. Donc croyez toujours en vous, les plus jeunes, et respectez toutes ces valeurs. Je vous remercie et je vous souhaite plein de belles choses. On reviendra bien évidemment à vous tout à l'heure. J'ai à mes côtés également un garçon qui s'appelle Thibaut Guérin, sergent-chef, né dans les Côtes-d'Armor, un homme de caractère qui a été blessé lui aussi, c'était le 12 octobre 2013. Un accident lors d'une destruction d'une roquette dans le désert malien. Et vous avez été gravement blessé à la tête et aux membres. Vous avez été soigné à l'hôpital militaire de Percy, près de Paris. Voilà. Et alors je sais qu'aujourd'hui vous êtes en voie de rééducation, notamment pour l'usage de la parole, même s'il y a des mots que vous prononcez déjà fort bien, m'a-t-on dit hier, m'a-t-on confié, notamment le mot bière et oui. Voilà, et vous avez à côté Séverine, votre épouse, qui va témoigner pour vous et qui va évidemment traduire ce que vous vivez au quotidien et cette force de caractère qui vous caractérise avec un sourire incroyable. Je comprends qu'elle soit tombée sous votre charme. Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents, merci de nous accueillir aussi. Donc Thibaut, effectivement, a été blessé au Mali, ça va faire 8 ans bientôt, le 12 octobre 2013. Engagé en 2006 dans l'armée de terre au 6e régiment du génie, il a fait plusieurs missions en OPEX, notamment au Liban, en Guyane, République centrafrique et d'autres. Après 3 semaines déployées sur le terrain, l'accident est survenu. Thibaut a été 5 semaines et demie dans le coma avec un pronostic vital engagé. Et puis aujourd'hui, il est là et Dieu merci, effectivement, comme le disait Pépito, il faut garder la foi et toujours y croire, ne rien lâcher, s'accrocher. Et puis je pense que quand on est bien entouré aussi, ça fait beaucoup. Thibaut n'a pas choisi l'armée... J'ai perdu mes mots. Pardon. Non, mais... Je savais que j'allais pleurer. Pardon. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Donc c'était plus une passion pour lui qu'un travail. Il adorait enseigner, il était chef de groupe. Il adorait ce qu'il faisait, il avait beaucoup de projets. Merci. Il avait beaucoup de projets, il pensait avoir une grande carrière et elle s'est stoppée brutalement, mais aujourd'hui il se reconstruit par le sport. Nous avons beaucoup de projets en commun. Nous nous sommes mariés. Nous nous sommes installés à Saint-Malo, qui est une très belle ville. Et nous profitons des bonheurs quotidiens.
des petits bonheurs de la vie. Et dans le témoignage qu'il m'a fait parvenir, Thibaut dit « Je suis resté très attaché à mon passé de soldat. Blessé de guerre, je participe dès que possible à des activités militaires et des défis sportifs. Il y a parfois, dit-il, des baisses de morale et de nombreux défis à relever, mais je veux rester optimiste pour la suite et je comprends qu'il le soit à vos côtés, Séverine. Je suis fier d'avoir servi mon pays, même si j'en ai payé le prix fort. Ce n'est pas la vie que j'espérais, mais c'est maintenant la mienne et je suis bien décidé à la vivre à fond aux côtés de ma femme. Je vous l'ai dit, baisser les bras n'est pas une option. » Il faut rappeler que Thibaut s'est engagé pour servir son pays. Oui. C'est quelque chose qui était très fort en lui. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Il a toujours eu cette envie. Et puis... Oui, d'autant qu'il dit qu'il a eu... Enfin, j'ai l'impression qu'il a eu une enfance qui n'a pas été très simple non plus. Non, il n'a pas eu une enfance facile. Et il s'est tourné vers l'armée. Il a trouvé une seconde famille. Il a trouvé des frères d'armes qui, aujourd'hui, sont toujours présents. Et heureusement, parce que ça nous aide aussi au quotidien. Merci, Séverine. Merci encore. Vous pouvez passer le micro à Manuel. Alors, on s'est vu aussi hier soir. Vous m'avez raconté que c'est après le 11 septembre. Tout à fait, oui. Que vous avez décidé de vous engager. Exactement. En fait, je venais à peine d'avoir 18 ans et j'ai assisté, comme beaucoup d'entre nous de ma génération, totalement impuissant devant ma télévision à l'attaque du World Trade Center le 11 septembre 2001. Et je sais pas, j'ai ressenti un désir de faire quelque chose, d'en découdre ou quoi que ce soit, mais du coup, je me suis engagé le 2 octobre qui a suivi. Donc je me suis engagé le 2 octobre 2001 et sans vraiment savoir où je mettais les pieds en fait, puisque autour de moi, dans mon entourage, il n'y a personne qui était militaire, personne qui était dans l'institution, rien du tout. Et je suis vraiment parti m'engager avec cette idée de protéger mon pays et d'y aller, quoi. Et en fait, j'ai découvert bien plus que ça dans l'armée. J'ai découvert vraiment des vraies valeurs, des valeurs qui me sont chères aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'y suis. J'ai pas été réformé encore. Donc j'ai été blessé en 2017, moi. Vous avez effectué une dizaine de missions. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai servi la France. Dans les dom-toms. Dans les dom-toms, oui. Alors j'ai fait la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, la Réunion. J'ai aussi servi 2 fois à Djibouti. En Afghanistan, au Kosovo, en Côte d'Ivoire, au Niger. Ouais, voilà. J'ai une grosse liste de missions derrière moi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé donc C'était en juillet 2017. Alors en juillet 2017, c'était ma deuxième mission au Mali. J'avais déjà participé à la mission au Mali en 2013. Et ce jour-là, en fait, sur un redéploiement, on est parti en opération et j'ai roulé sur un engin explosif improvisé. Donc j'étais le pilote de mon véhicule. C'était un véhicule blindé. La charge était suffisamment importante pour que ça explose. Donc je l'ai pris vraiment en pleine face, comme on dit. Donc du coup, l'explosion m'a arraché un bras, une jambe, plusieurs séquelles bien évidemment, beaucoup de fractures. Je n'ai pas perdu connaissance et ma fonction de secouriste au combat m'a énormément servi puisque je me suis moi-même administré les premiers soins avant de m'extraire du véhicule. Et une fois que j'étais à moitié sorti du véhicule, j'ai pu enfin crier pour dire à mes camarades que j'étais encore vivant. Donc tout le monde a très bien réagi, c'était parfait, c'était très professionnel et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si je me sentais miraculé, mais en fait pas du tout. Moi je suis juste le fruit d'une chaîne de santé qui a fonctionné et voilà, c'est formidable. On a vraiment dans l'armée française, il y a vraiment de très bons professionnels et je cesserai jamais de le dire, quoi. C'est grâce à eux que je suis encore là. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez passé toutes ces épreuves très difficiles ? Qu'est-ce qui vous a maintenu ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu continuer à vous battre et ça a été rester aujourd'hui ? Ça a été de l'automatisme en fait.
Ça a été vraiment de l'automatisme. C'est-à-dire que en fait, j'ai tellement été entraîné et briefé sur mes différentes missions que les gestes ont été... Enfin, je les ai même pas réfléchis, quoi. Il a fallu que je mette mon garrot, j'ai mis mon garrot. Il a fallu que je sorte du véhicule, je suis sorti du véhicule. Enfin, ça a été vraiment de l'instinct. Et ça m'a vraiment beaucoup servi, tout ça. Mais ensuite, vous avez eu des moments difficiles, vous avez eu des moments de dépression, j'imagine, quand même, non? Bien sûr, il y en a encore aujourd'hui, hein, bien évidemment. Moi, ça fait seulement 4 ans que j'ai eu mon accident. Pardon. Donc oui, l'entourage est très important. L'armée continue à me soutenir, formidablement bien d'ailleurs. J'ai mon épouse qui est vraiment exceptionnelle, qui m'aide vraiment beaucoup. Aujourd'hui, moi je me suis... alors j'étais originaire de la région stéphanoise à la base, mais je me suis déplacé dans le sud de la France et maintenant quand j'ai mes petits coups de blues, je regarde la mer. Je suis en bord de mer maintenant, j'ai la chance d'être en bord de mer et quand j'ai mes petits coups de blues, je regarde la mer et puis en fait ça me détend, ça me fait du bien. Voilà, et quelles sont vos fonctions aujourd'hui dans l'armée? Alors aujourd'hui, je suis uniquement en reconversion, enfin pas en reconversion, pardon, en reconstruction, car j'ai encore des opérations à effectuer. Il y a pas mal de choses à effectuer au niveau du visage et puis dans le reste du corps. Je suis aussi en plein suivi psychique avec une psychiatre et une psychologue qui, pareil, hein, ce sont des psys militaires qui font aussi un travail formidable et ça nous aide vraiment beaucoup. Et grâce à l'association Solidarité Défense, vous avez découvert une fraternité d'armes dans la fraternité d'âmes, celle des blessés en opération. Alors, l'association Solidarité Défense, je la connaissais déjà parce que lorsqu'on est en opération extérieure, à l'étranger, qu'on se bat pour notre pays, pour défendre nos valeurs et nos intérêts, ils nous envoient, parce que ça, oui, on part aussi pendant la période de fin d'année. Donc tout le temps, tous les ans, ils envoient des colis aux militaires qui sont en opération. Donc je les connaissais grâce à cette action qui déjà est formidable puisque c'est un soutien très important pour nous en opération. Et effectivement, après la blessure, j'ai eu la chance d'être visité pendant très souvent, j'ai été visité par Solidarité Défense, puisque je suis resté 2 ans à l'hôpital. Oui, et puis vous avez quand même des amis autour de vous. Bien évidemment. J'ai assisté à ce dîner hier soir où ils se ménageaient pas les uns les autres. Hein. Disons que dans l'armée, c'est l'humour qui vous sauve. Voilà. Alors déjà à l'armée, la cohésion est très forte. Mais alors quand on est blessé, c'est décuplé, quoi. Vraiment, oui, parce que souvent vous avez été dans les mêmes chambres d'hôpital, voisins, voilà, pendant des mois. C'est ça, oui. On se côtoie. Des moments, on n'a pas besoin de se dire qu'on a mal. Il suffit juste qu'on se regarde et on ressent les choses et on se dit, ok, toi aujourd'hui tu es dans le noir. Bah écoute, on va te prendre la main, on va faire quelque chose, ça va être cool. Merci Manuel Cabrita, merci. Merci à vous. Arnaud. Alors vous êtes ancien commando marine, marié, père de famille, instructeur au bureau sport de l'école des fusiliers marins et commando à Lorient. Vous avez, vous dites, enfin dans la note qu'on m'a fait parvenir, vous dites j'ai eu 2 vies. La première mêlant la jeunesse, l'aventure, le devoir, qui s'achève avec une mission à Djibouti et l'existence qui bascule. Vous allez nous raconter dans quelles circonstances. Et puis une deuxième vie qui commence avec l'hôpital et la rééducation. Alors vous allez nous raconter tout ça. D'accord, bonjour à tous, je suis monsieur Salambert Arnaud. Donc accidenté le 13 janvier 2000 à Djibouti avec les commandos marines en séance d'entraînement dans Pays Chaud. Un camion éthiopien nous a foncé dessus. J'ai été éjecté du véhicule. Je suis tombé, Dieu merci, entre 2 rochers sur la tête. Malheureusement, traumatisme crânien. 1 mois de coma à l'hôpital Percy. Je me suis réveillé. Comme a dit Bernard, la deuxième vie a commencé. Je me suis réveillé au bout de 1 mois de coma à comprendre une chose, que 1 mois de coma, c'est une nuit. C'est comme si vous allez vous coucher. Le lendemain, je me suis réveillé, hémiplégie. Tout mon côté gauche ne marchait plus. J'ai voulu sortir du lit, c'était impossible. Donc là, il y a tout ce processus, cette deuxième vie qui commence de reconstruction. Il faut vraiment s'accrocher. Je pense que nous, dans l'armée, nous avons certaines valeurs de pouvoir avancer, de pouvoir s'accrocher, de ne pas se lamenter. Je ne me suis pas lamenté sur mon sort. Un médecin est venu, il m'a dit « Monsieur, si dans 4 mois vous ne marchez pas, vous resterez dans un fauteuil. » C'est parti, c'est une marche commando. J'ai affiché, comme on dit chez nous, je suis rentré dans cette marche, j'ai été jusqu'au bout, c'était mon combat.
je me suis occupé de personne, je me suis reconstruit. Comme a pu le dire Bernard, aujourd'hui je suis instructeur à l'école des fusiliers marins et commandos en tant qu'instructeur de sport. Je me suis battu, j'ai passé un brevet d'État maintenant qu'on appelle le BPGEPS APT. J'ai passé ça au sein du CNSD Fontainebleau en tant que réorientation professionnelle, qu'avec des valides, parce que bon, j'ai quand même cette hémiplégie qui est bien présente, malgré j'ai super bien récupéré. J'ai pu passer ce diplôme, j'ai réussi, c'est un diplôme civil. Ensuite, j'ai passé une qualification handisport, dans le même principe, pour pouvoir aider des camarades blessés au sein de l'armée, mais aussi dans le civil. Je m'occupe des jeunes cyclistes bretons à potentiel, donc parce que je fais du cyclisme, j'ai pu me reconstruire grâce au sport. Donc vous qui êtes tous là, toute cette jeunesse, même si vous êtes au fond du trou, même si vous arrive un accident de la vie, comme il a pu nous arriver professionnellement, il y a toujours moyen de se reconstruire. Il ne faut pas baisser les bras, il faut avancer. D'abord, je vais vous dire une chose. Je pense que dans notre société, il faut changer un intitulé. Nous ne sommes plus des handicapés, mais des handicapables. Nous sommes capables de faire une activité physique. Nous sommes capables de travailler. Nous sommes capables de faire des choses de la vie quotidienne. J'en suis vraiment persuadé. Il faut que notre mentalité en France puisse changer. Parce que nous sommes des gens qui sont capables de faire quelque chose malgré une situation de handicap. On est capable de. Retenez bien ce mot. Ouais. Vous avez vécu aussi, et peut-être que vous pourrez passer la parole à votre voisin, des traumatismes en quelque sorte invisibles. Le coma est quelque chose d'invisible, mais qui vous modifie. Comment réagit l'entourage? Parce que vous êtes différent, plus fort peut-être aussi, mais aussi avec des fêlures par rapport à ce que vous avez vécu. Comment réagit l'entourage? Ben moi, je sais que c'est vrai que bon, l'armée, il est vraiment un très bon soutien, la solidarité défense, mais aussi la famille. J'ai mon épouse qui était là, j'ai mes parents qui étaient là, parce que je me suis marié après mon accident. C'est vraiment très important d'avoir la famille, le soutien comme d'une femme, d'une maman, des enfants même. Vous savez, nos enfants ou notre femme ne nous regardent plus de la même manière parce qu'on a cette situation de handicap. Mais quand moi je sais que dans ma situation, je fatigue très vite, et ben ma femme prend tout de suite le relais au niveau des enfants, au niveau des choses quotidiennes de la vie. Oui, je suis capable d'eux, mais il y a de la fatigue. Et le soutien d'une femme, c'est hyper important. Le soutien de la famille, très important. Séverine, peut-être. Il faut remonter le moral de son compagnon, mais aussi faire face à ça, au fait qu'il est différent de ce qu'il a été, et le prendre en compte et que l'entourage l'accepte. Parce que c'est ce qui provoque parfois la solitude, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, le traumatisme invisible, où en fait, l'enveloppe corporelle est restée la même, mais on a changé profondément en soi. Je pense que le plus dur à accepter, c'est pour les parents. Enfin, pour nous, ça a été pour le papa de Thibaut notamment, parce que pour lui, c'était un roi quand il s'est engagé pour servir son pays. Thibaut habite dans un petit village en Bretagne, donc tout le monde se connaît. Et son père, c'était son dieu. Pour le village, c'était le dieu du village. Et effectivement, quand ça arrive et quand on change d'apparence, c'est difficile. C'est difficile parce que pour les personnes qui accompagnent, il faut aussi apprivoiser ce nouveau corps. Et pour Thibaut, parce que se voir réduit comme ça et reprendre effectivement goût à la vie, repartir, se redonner des nouveaux objectifs, avoir des challenges et puis l'accompagner toujours. Alors il y a des jours où c'est pas facile, on va pas se le cacher, même pour moi il y a des fois où je suis fatiguée, où j'ai de la colère quand je le vois triste. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent, mais on lâche rien et on avance ensemble. Manuel, qu'est-ce que vous avez envie Il y a des jeunes et des moins jeunes là dans l'Assemblée. Il y a certains qui commencent leur vie, qui cherchent un sens à leur vie. On dit beaucoup aussi que les jeunes, aujourd'hui, je pense que c'est pas tout à fait vrai, sont perdus, estiment que tout est foutu, que voilà, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue parce qu'on leur propose les choses de manière tellement, on leur présente les choses de manière tellement apocalyptique qu'on a l'impression qu'on est enfin, à cause de cette
cette doxa sur le réchauffement climatique, on leur explique que la fin du monde c'est pour demain. Je pense pas que ce soit le cas. Non, pas du tout. En fait, moi, je me souviens très bien hein, quand j'étais à leur place aussi. J'étais pas perdu. Je me posais toutes ces questions aussi, même si c'était il y a 20 ans en arrière. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai juste écouté mon cœur. Rien n'est acté. Vous pouvez, si vous vous posez la question de savoir si vous voulez vous engager ou quoi, n'hésitez pas, faites-le. Au pire, vous faites demi-tour. Nous, c'est pas une prison. Vous venez, vous testez. Et vous allez voir, vous allez avoir une vie formidable parce que moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert des valeurs super importantes et toutes ces valeurs ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Moi, je regrette pas une seconde. Si je devais re-signer demain, je re-signe. Si on me disait, vas-y, on revient 20 ans en arrière, tu retrouves ton bras à ta jambe, ok, ce serait un confort, ça, il n'y a pas photo. Mais en même temps, d'un coup d'un seul, on effacerait tout ce que j'ai fait il y a 20 ans. Et ça, c'est juste pas possible. C'est carrément pas possible, quoi. Non, l'armée, c'est une super aventure. Et vraiment, si vous hésitez, faites-le. Engagez-vous. Engagez-vous. Et au pire, comme je disais tout à l'heure, vous faites demi-tour. Mais au moins, vous avez essayé. Je prends 10% à chaque engagement. Quand je vous vois tous ces jeunes, ça me fait chaud au cœur et ça me donne la niaque. Parce que vous êtes le présent, mais vous êtes le futur. Donc, gardez cette foi, croyez toujours en vous et surtout gardez ces valeurs, politesse, respect, l'honneur. Ça va vous aider tout au long de votre vie, votre parcours. Et je peux vous le garantir. Moi, le respect et la politesse, ça m'a sauvé la vie dans des situations très difficiles où j'étais avec des vilains, on va dire. L'honneur, les valeurs, la politesse, le respect, ça va vous aider dans tout votre parcours. Et comme je dis, un genou à terre, mais pas les deux. Et tomber, on en a le droit. Mais se relever, on en a le devoir. N'oubliez jamais ça. Et on a un avantage sur la vie. On sait qu'elle n'est pas simple. C'est pour ça, on le sait. Donc, vous allez avancer comme il se doit, avec toutes ces valeurs. Gardez toutes ces valeurs en vous. Et restez digne. Restez digne quoi qu'il arrive. Et je vous salue, car merci d'être là. Et c'est vous le présent, et c'est surtout vous le futur. Merci à vous. Merci à vous tous. On va laisser la place à vos camarades. Merci encore. Merci, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous.